Après avoir étudié plusieurs estampes sur le siège de Toulon pour déterminer si Napoléon s'était véritablement fait connaître au moment de ces événements militaires, il va quand même falloir voir comment ce siège a été redécouvert par la suite, comment il est entré dans la postérité sous un angle bonapartiste. Pour rappel, il se pourrait qu'avec cette estampe, Napoléon se soit fait connaître dans le sud de la France, restait encore à être bien informé du déroulement du siège de Toulon. Mais cette estampe n'est ni datée, ni attribuée à un quelconque auteur, il faudrait pouvoir l'authentifier mieux, cela nécessiterait des recherches complémentaires assez longues, je ne reviens pas sur ces questions. La principale estampe qui nous a concerné est l'estampe de gauche, reste tout de même à parler un petit peu de l'estampe de droite. Il ne s'agit pas de conduire une étude aussi précise, car les méthodes ont déjà été vues et les problèmes sont sensiblement les mêmes. En l'occurrence, je l'ai prélevé dans cet ouvrage que j'ai déjà présenté avec les sources au début de la série de vidéos, ouvrage qui a l'ambition de faire l'histoire de Napoléon par les images, mais en fait les images sont ici uniquement pour faire joli et ne sont absolument pas le fondement de son étude. L'image apparaît ici, affiliée à la collection Hénin, et ce serait un dessin au lavis de l'époque, mais de l'époque, à quelques années près, cela peut faire toute la différence. Alors il a fallu la rechercher, j'en ai d'abord trouvé une première version sur internet, une page quelconque qui donnait le numéro 11907. Problème, c'est que le numéro 11907, c'est une autre image. Alors j'ai cherché à l'aide de cet inventaire de la collection Hénin, et j'ai réussi à retrouver la référence de l'image, image réalisée par Paul Grégoire. Le dessinateur permet d'obtenir quelques informations et est relativement crédible comme dessinateur méridional puisqu'il a grandi à Toulon. Toute la question est donc de savoir s'il a réalisé ce dessin au moment des faits, comme un instantané, comme s'il avait pris une photo, ou si finalement il s'est penché sur le siège de Toulon plus tard lorsque Napoléon a été connu. Les informations biographiques concernant Paul Grégoire sur le site de la BNF sont assez limitées, comme vous pouvez le constater. Et si l'on cherche sur Wikipédia, alors Wikipédia n'est pas forcément fiable, on n'est jamais complètement certain de qui écrit, mais seul Wikipédia traite les personnages un petit peu obscurs des périodes anciennes. En fait, pour bien utiliser Wikipédia, le mieux est souvent de vérifier les sources, les notes et références, et dans le cas présent, les sources ne sont pas tellement précises. Selon toute vraisemblance, au moment des faits, il était plus souvent à Paris, il aurait tout à fait pu, en théorie, faire un aller-retour. À l'époque, il fallait environ une semaine pour aller de Paris à Toulon. Est-ce qu'il était à Toulon au moment des faits? Rien ne permet d'en être certain. Selon toute vraisemblance, au regard de l'étude qui a été conduite sur l'image d'à côté, nous pouvons supposer que c'est, une fois de plus, une estampe réalisée dans les années qui suivent. Lorsque Bonaparte est devenu célèbre, les dessinateurs se sont réappropriés sa figure, ce qui expliquerait finalement ce caractère un petit peu insolite de l'image où on voit ce personnage en train de prendre une vue d'ensemble sur la rade de Toulon où se trouvent les navires anglais et tenant sa longue vue de profil dans le lointain mais malgré tout reconnaissable comme Bonaparte. On peut supposer là encore que cette image a été réalisée lorsqu'il était déjà célèbre à l'intention d'un public déjà conquis en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, dans l'utilisation de ces documents, il faut se méfier car, notamment avec les images, elles ont cette propriété de façonner un petit peu l'esprit de manière plus ou moins inconsciente. C'est là que les mémoires de Barras reprennent un petit peu de leur sens car il était un témoin d'époque. Alors Victor Duruy a pointé des erreurs factuelles que Barras a formulées et d'ailleurs il ne manque pas l'occasion de rappeler à quel point Barras pouvait être médisant et rancunier à l'endroit de Napoléon. Malgré tout, est-ce que tout ce qu'il dit est inexact? Ce n'est pas certain. Quand Victor Duruy lui-même, d'ailleurs, confesse son admiration pour Napoléon, il y a aussi un risque, dans le sens inverse, de le glorifier à une époque où il n'était pas encore aussi glorieux que par la suite. Autrement dit, quand des faits sont avérés, on parle souvent de faits historiques dans le débat médiatique, mais est-ce qu'un fait est historique sous prétexte que c'est une donnée réelle, quelque chose du passé qui a existé, ou parce que on sait l'interpréter dans une logique historienne? C'est tout le problème de la mise en récit de l'événement, et concernant la mise en récit, nous avons justement des estampes que l'on peut dénicher à l'aide de l'inventaire ou en farfouillant, qui restituent l'histoire façon bande dessinée.
Ce n'est absolument pas nouveau dans la tradition des estampes, j'en ai retrouvé d'anciennes, alors je passe les détails, vous pouvez tout à fait mettre sur pause et les consulter de plus près. Très souvent, dans ces ancêtres de la bande dessinée, la mise en récit était assez peu soignée, la narration s'est nettement élaborée au fil du temps. Néanmoins, avec cette estampe, nous constatons déjà que les canons de la bande dessinée, les canons esthétiques, commencent à être installés dès la période de la Révolution française. L'histoire est quand même un petit peu bancale. De toute façon, elle tient en une seule planche et c'est assez réducteur. D'autres tentatives de mise en page ont été expérimentées. Ici, d'un point de vue esthétique, c'est assez séduisant. Cependant, le récit est assez incompréhensible. Je passe. J'en viens d'ailleurs à une première série d'estampes qui dresse l'histoire de la Révolution française et qui interroge de manière assez directe la question du fait historique, parce que si là nous voyons la première quinzaine révolutionnaire qui inclut tout le cycle, prise de la Bastille, etc., je reviens pas dessus, qui est bien traité par les historiens de nos jours, la deuxième qui évoque la Révolution, cette fois-ci, parle du mois d'octobre 1789, quand le roi a été ramené à Paris, et il se trouve que cet événement-là occupe souvent moins de place de nos jours dans les récits, ou plutôt dans les études historiques, dans les analyses historiques. Autrement dit, cela avait un poids considérable aux yeux des contemporains qui peut-être passe un petit peu inaperçu de nos jours dans nos représentations. Restituer les représentations du passé est aussi une dimension du travail d'historien. Alors là, je me focalise plutôt sur le fait historique, sans non plus aller trop dans le détail des débats historiographiques relatifs à l'écriture de l'histoire. C'est une dimension assez complexe qui nécessiterait d'amples développements. Je n'ai pas le temps pour ça ici. Maintenant, voici la bande dessinée qui va nous intéresser concernant la Révolution française et le siège de Toulon. Vous pouvez constater qu'il y a plus d'une centaine de vignettes et que le siège de Toulon survient à peu près à la fin du cycle traité par ces bandes dessinées, par ces estampes, dont le récapitulatif a été publié en 1796-98, d'après ce que nous indique la Bibliothèque nationale de France. En pratique, l'image est antérieure. Alors, pour information déjà et rappel, dans cette histoire de la Révolution française à travers les images, c'est clairement une fois encore au général Dugommier que la prise de Toulon est attribuée, absolument pas à Bonaparte qui n'apparaît nulle part. Si j'en reviens au dessinateur du modèle, Jean-François-Joseph Soebach, nous pouvons, grâce à son partenariat avec Jean Duplessis-Berthaud, retrouver l'original de cette image. Manifestement, l'original date des années 1791-96. Alors 91, avant l'événement, ce n'est clairement pas possible, mais c'était une série historique dédiée aux grands événements de la Révolution française. Ensuite, récapitulée dans un ouvrage commenté ici dans la revue Percée. Cette collection complète des tableaux historiques de la Révolution française a été éditée dès 1798. Là, nous avons justement le récit qui est fait à l'époque de ce 95e tableau de la Révolution dédié à la prise de Toulon. Alors, manifestement, l'ordre suivi n'est pas exactement le même entre la série d'estampes que j'ai montré avant et ici cette collection complète des tableaux historiques. Toujours est-il que les événements sont relatés dans cette édition contemporaine qui date de 1798, pour rappel, sans forcément accorder trop d'importance aux détails de l'assaut, mais plus au contexte général dans lequel les faits d'armes se sont accomplis, et une fois encore, c'est sur Dugommier que l'on insiste au moment de publier cet ouvrage en 1798. Pour information, nous retrouvons bien là la copie de l'estampe qui avait été diffusée, vendue de manière individuelle, où l'on retrouve Soebach, Desfontaines comme inventeur, dessinateur et Berthaud comme sculpteur pour imprimer l'image. Cette image ici apparaît avec assez peu de détails, l'impression n'est pas de très bonne qualité, mais elle a été réimprimée par la suite, ce qui est déjà un premier indicateur de succès, outre la copie qui en a été faite, cette fois-ci en 1802, et si on joue à chercher les différences et points communs entre les deux images, qu'il s'agisse de la forme des fenêtres, leur nombre, les arcades, etc., les différents indices que l'on peut facilement compter et repérer, il semblerait qu'il s'agisse bien d'une copie conforme de l'original. En revanche, dans l'estampe qui nous intéresse, celle qui relate les événements de la Révolution, les différences cette fois-ci sont assez flagrantes, qu'il s'agisse des façades, des personnages,
Clairement, c'est une copie. Cela pour dire que cette image a eu un grand succès à l'époque. Il est souvent difficile de connaître le tirage des images. En revanche, si elles sont copiées très souvent, on peut supposer qu'elles étaient assez volontiers achetées par la population et que les imprimeurs se les réappropriaient aussi volontiers pour pouvoir tout simplement faire un peu d'argent. Ici, nous voyons que la réappropriation a été faite en 1803 à Amsterdam, et si on compare les images, on observe quelques petites différences par rapport à l'original de Sweeback qui est situé au-dessus. Les différences touchent justement à la forme et au nombre des fenêtres, je vous laisse les compter. Le nombre de pierres, des voûtes aussi du bâtiment au premier plan n'est pas exactement le même. L'arrière-plan en revanche est assez proche, même si manifestement les haies n'ont pas tout à fait le même angle. Autrement dit, il a bien fallu pour réimprimer cette image la sculpter de nouveau. Autre réappropriation de la même image, alors cette fois-ci elle est franchement tardive, en 1816. En cherchant bien, on peut trouver des petites distinctions sur la forme des fenêtres, 2-3 éléments de mise en scène, quelques petites variantes. Une fois encore, les reprises de cette image sont un indice qu'elle a eu beaucoup de succès à l'époque et qu'elle a participé à forger la mémoire collective de l'événement, mémoire des contemporains, sans parler des réappropriations. Pour bien comprendre les transferts qui ont été effectués durant cette période, il faut quand même avoir présent à l'esprit que la France de l'époque n'était pas la France actuelle, et par exemple, les Pays-Bas étaient sous domination française au moment où l'estampe parisienne a été reproduite à Amsterdam. Autrement dit, les conquêtes ont pu influencer les transferts culturels à l'échelle européenne. Nous en revenons donc à ce problème-là, c'est-à-dire que finalement le siège de Toulon est devenu le point de départ presque de la légende de Bonaparte. Et pour rappel, nous avons déjà présenté une estampe qui, là aussi, faisait l'historique de Bonaparte, estampe dont le dernier événement relaté est la prestation de serment du clergé de France entre les mains de Bonaparte. Et cet événement a été traité dans une estampe à part entière. Autrement dit, ces bandes dessinées sont la récupération de dessins qui ont au départ été faits de manière individuelle. L'événement date du 8 avril 1802 et il précède le moment où Napoléon Bonaparte devient empereur. Cela nous donne une fourchette à peu près de 1802 à 1804 pour cette série qui revient sur l'histoire de Bonaparte. À partir de là, de manière très consciente, les dessinateurs imprimeurs commencent à faire la légende de Napoléon. Bien sûr, cela est présenté comme de l'histoire. Les faits sont en eux-mêmes exacts. Mais désormais, dans la manière de raconter, c'est Napoléon qui prend le premier rôle. Ce premier rôle, il l'a ici en montant à la tête des troupes à l'assaut des Anglais, et on le voit seul sur l'échelle, en train de les affronter comme si les autres n'étaient là que pour le soutenir, l'encourager, comme s'ils étaient spectateurs de la scène. C'est une manière de faire la légende de Napoléon. Pour information, les 2 premiers événements relatés nous le montrent enfant. Ce qui m'a intéressé, c'est le costume de Napoléon. Était-ce déjà la mode à l'époque d'avoir ce type de chapeau? Ou est-ce que justement on a pris l'habitude de représenter Bonaparte dans les débuts de carrière avec un chapeau militaire et donc ce chapeau bicorne ressort? C'est presque comme si on l'avait fait naître avec. Autrement dit, dans la manière de présenter Bonaparte plus jeune, on recompose la réalité pour servir l'idée selon laquelle il avait un destin exceptionnel qui s'ouvrait à lui. Cela n'est pas allé en s'affaiblissant. Je termine cette vidéo avec une image d'Épinal un petit peu tardive, 1847, pour montrer à quel point, là encore, l'histoire de la Révolution est finalement réécrite pour valoriser Bonaparte. Alors, il apparaît au siège de Toulon, enfin, est-ce qu'il apparaît d'ailleurs, ce n'est pas certain, clairement, il n'est pas tellement reconnaissable sur cette image. Le moustachu qui est face à lui, assurément, ne correspond pas à Bonaparte. Pour le coup, ce n'est pas Toulon, ici, qui est le moment clé. En revanche, à partir de l'événement du 13 Vendémiaire, il joue bien le premier rôle, et j'attire votre attention d'ailleurs sur le fait qu'à chaque fois, on le reconnaît à un mouvement de bras qui pouvait être caractéristique pour les généraux en chef. Cependant, ce n'est jamais complètement conforme à ce stéréotype de la période révolutionnaire. Par exemple, si l'on considère l'image centrale, là, clairement, il pointe une direction, il n'accomplit pas ce geste un peu caractéristique associé aux généraux en chef. Et c'est uniquement avec le retour de l'île d'Elbe, cette fois-ci, que l'on voit Napoléon, qui n'est plus seulement Bonaparte, dans la posture qui, finalement, l'a un petit peu figé pour l'éternité.
Désormais, nous allons commencer à envisager les événements qui propulsent Bonaparte au devant de la scène nationale avec le 13 Vendémiaire. Et j'ai fait un petit test là parce que je me demande si finalement mon image subliminale est bien passée. Alors on va voir si cette fois-ci ça a marché. Et quoi qu'il en soit, je vous remercie pour votre attention.